Alain Chavalarias, et ensuite une dernière intervention. Alain Chavalarias, l'échelle des valeurs. La première question, mon colonel, vous concerne. Vous avez parlé de cette approche intégrée ou globale. Approche globale. Voilà. J'ai souvent entendu l'expression dans les conférences de l'OTAN et je suis un peu surpris. Je voudrais vous demander, est-ce que vous ne croyez pas que cette approche globale, c'est la fin de l'indépendance des organisations humanitaires, d'une part. Mais ce n'est pas le seul problème, parce que quand on concentre les pouvoirs, on réduit toujours la liberté. On a quelques exemples dans l'histoire. C'est pas seulement un problème, je pense, pour les organisations humanitaires. Ça peut en être un pour l'armée. Les armées sont commandées tout en haut par des civils, c'est tout à fait naturel, par le pouvoir civil. Mais sur le terrain, est-ce que vous imaginez que vous allez vous retrouver bloqué entre deux positions? Ou bien obéir à des civils sur le terrain, immédiatement, ce qui est très difficile pour les militaires, compte tenu de leur mode de fonctionnement. Ou bien, vous-même, vous trouverez obligé de gérer des civils, ce qui n'est pas plus facile pour des militaires. Ça, c'est ma question vous concernant. D'autre part, j'ai une question qui s'adresse à Ronnie et aux représentants du CICR. En Afghanistan, dans les années 80, j'ai vu les soviétiques bombarder des installations sanitaires, en l'occurrence celle de MSF. Néanmoins, j'ai vu aussi en 99, en Serbie, qui s'appelait encore la Yougoslavie, les bombardements de l'OTAN. J'étais du mauvais côté, pardonnez-moi, métier de journaliste. Et j'ai vu un hôpital bombardé, enfin qui avait reçu ce qu'on appelle les bombes à fragmentation de l'armée américaine. Alors, je me pose quand même la question, bien sûr, il y a les petits tireurs isolés, il y a les guérilleros qui quelquefois font des cartons sur du personnel humanitaire ou sur des véhicules. Mais il y a aussi les armées, les grandes armées. Et je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poursuites judiciaires. Voilà en quelque sorte ma question. Très bien. Bref réponse, colonel Angot et Ronnie Broman ensuite. Concernant l'approche globale, je crois qu'il y a parfois une perversion de la terminologie. L'approche globale, sa vraie vocation, c'est au niveau stratégique. Donc au niveau stratégique, on est bien au niveau politique. Et il est bien légitime que le politique intègre l'ensemble des leviers d'action pour arriver à l'effet final recherché, la résolution de crise. Le clic au-dessous, ce qui s'appelle chez nous le niveau opératif, il crée de facto une séparation des différents compartiments dans l'approche globale. Et donc aujourd'hui, le meilleur exemple d'approche globale, c'est l'Afghanistan. Et il y a bien sûr le théâtre afghan, à la fois un administrateur civil qui est britannique, et à la fois un commandement de la force. Et donc la force obéit au commandement de la force, et les objectifs civils de l'approche globale, la reconstruction, la lutte contre la corruption, sont traités par l'administration civile. Donc je crois qu'il est sain qu'il y ait au niveau stratégique, au niveau politique, cette approche globale, et il est logique ensuite que ça se fragmente sur le terrain. Et si on a un tout petit peu historique, et que je conclurai par là, c'est quand même un mode de pensée qui a fait ses preuves par le passé, et certains de mes glorieux ancêtres militaires, notamment l'IOT, ont fait la preuve d'un fonctionnement assez fiable de cette approche globale. Ronnie Broman l'avait approché avec une vraie approche humaniste. C'est Ronnie Broman sur la deuxième question. Ça a en effet marché, l'approche globale, comme en effet l'IOT et la colonisation. Enfin, rappelons-nous qu'il y a eu une suite à cela, et donc sur le long cours, je ne suis pas sûr que ça ait si bien marché que ça. Et c'est la même chose. Enfin, moi, quand j'entends approche globale, je pense à Gosplan, si vous voulez. Alors, le Gosplan, il a marché. Il était en effet inspiré par une logique pratiquement irréfutable, une sorte de rationalité
incontestable, mais le monde n'étant pas rationnel, il était à côté du monde. Eh bien, il me semble que l'approche globale, elle répond à peu près aux mêmes critiques. Elle est absolument rationnelle, mais elle fonctionne dans un monde qui n'a pas sa rationalité. Et donc, elle est, à mon avis, c'est une boursouflure qui ne peut pas tenir. Par ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Alain, je crois que quand même, il faut reconnaître ça aux militaires. Certes, au début de ces actions civilo-militaires, des CICIMIC, enfin, ça a porté quelques noms différents, mais l'idée est toujours la même. Une réunion entre militaires et civils, c'était plutôt une convocation des civils par les militaires. Mais les choses ont changé. Enfin, moi, j'ai connu ça, disons, dans les années 90. On voyait qu'il y avait besoin d'un minimum de culture du milieu pour les militaires. Maintenant, ils ont appris à prendre des précautions, à mettre des gants et à nous traiter avec beaucoup plus d'égard. Mais de l'autre côté, nous sommes un certain nombre aussi à avoir pris conscience de la distance, la bonne distance dont parlait M. Harny à l'instant. Et finalement, ces plans globaux qui datent, enfin ces approches intégrées, ces approches globales, elles ne fonctionnent qu'avec ceux qui acceptent de se laisser intégrer. Mais je pense que de plus en plus d'organismes qui ont leur propre fonctionnement, leur propre capacité d'analyse et de mise en œuvre, s'en échappent. Donc ce n'est pas promis, je pense, à un brillant avenir. Quant à la question des bombardements, évidemment, enfin, il y a les bombardements sur le Vietnam, sur l'Afghanistan, les bombardements, les carpet bombing. Ils n'ont jamais fait la différence entre un hôpital et un village et une caserne, entre un groupe armé et puis une colonne civile. C'est absolument... enfin, c'est l'évidence même. Donc, l'attaque de lieux civils n'est pas du tout l'apanage des groupes armés irréguliers. Il se constate dans les guerres, y compris des guerres récentes. Enfin, je me rappelle qu'au moment de l'invasion de l'Afghanistan, en 2001, je veux dire... la réponse au 11 septembre, un entrepôt du CICR a été attaqué, un entrepôt de nourriture a été attaqué, il a été détruit, la justification donnée par les Américains étant que c'était les talibans qui risquaient de s'en emparer pour assurer des distributions de nourriture, et ça, on ne le voulait à aucun prix. Donc on ne disait même pas que la nourriture allait être mal utilisée, bouffée par les combattants, on disait qu'ils allaient en retirer un bénéfice politique, mais c'était tout de même à partir des gens qui pouvaient enfin se nourrir que ce bénéfice était retiré. Donc il y avait une sorte de punition globale qui était donnée. Et puis bon, ne parlons pas ou parlons-en si vous voulez, de Gaza et de bien d'autres endroits. Donc oui, en effet, ça. Alors la question de la justice, moi n'étant pas un avocat de la Cour pénale internationale et du punitif en général, je ne répondrai pas là-dessus. Je ne pense pas que ce soit le problème. En effet, ils ne sont pas punis. Ça induit un contraste avec ceux qui le sont. Punis, donc on a une sorte de justice d'apartheid. C'est le problème de la Cour pénale internationale. Ça n'est pas le mien qui passe une partie de mon temps à critiquer la Cour pénale, donc je ne veux pas entrer là-dedans. Très bien. Alors une dernière intervention. Oui. Voilà, rapide s'il vous plaît, parce qu'on entend dans les 10 dernières minutes et on a encore des réponses à donner. Ultra rapide. Arnaud Jeannin, Action contre la faim. On s'est beaucoup posé la question de l'évolution des modes d'intervention des ONG dans les guerres. Moi, il y en a une qui m'est apparue à moi comme être une évolution à partir de 2001. C'est l'incapacité pour un certain nombre d'expatriés, à cause du phénomène qu'on a évoqué très rapidement, de la confusion militaro-humanitaire, pour des interventions humanitaires, de se faire avec des expatriés. Et on a développé un nouveau terme, un nouveau mode d'opération qui s'appelle les opérations télécommandées, remote control, qui, je crois, encore aujourd'hui, en tout cas pour ACF en Somalie, sont d'actualité, des interventions qui se passent sans aucun expatrié. Donc, René avait expliqué tout à l'heure à quel point, dans certaines situations, le fait d'avoir des expatriés, c'était au contraire protecteur pour les équipes. Je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui et ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un véritable changement ou c'est juste une adaptation ? Pour le CICR, il y a une double réponse à ce constat. Ça reste des phénomènes d'exception. Ça a été le cas pour nous en Tchétchénie pendant longtemps, suite justement à l'assassinat de notre équipe chirurgicale en 1996. L'année dernière, on a levé les escortes armées. C'était vraiment une. Et puis quelques années auparavant, on a levé le remote control. Donc c'était vraiment une exception. La Somalie est une autre exception. Mais j'aimerais juste préciser, remote control ne veut pas dire qu'on laisse nos collègues nationaux en
en vol libre, sans aucun parachute, sans aucune coordination. Remote control veut dire que le management d'une opération se trouve juste derrière la frontière. Il va régulièrement pour des missions d'une journée, etc., où des expatriés entrent en Somalie, font des assessments et font des analyses des besoins, rencontrent des interlocuteurs, ressortent le soir même. Donc c'est ça le remote control. Ça ne veut pas dire abandonner une équipe sur place. Maintenant, il y a un autre élément qui est peut-être alors plus de fond que ça, je dirais, c'est l'internationalisation de l'humanitaire, où on remarque que pour parler à un Pashtun, il vaut peut-être mieux pas aujourd'hui être occidental, ou alors il faut avoir avec soi un Afghan, un Pakistanais qui d'un niveau au sein de l'organisation suffisant, qui puisse pas seulement faire la traduction, servir le thé, mais aussi expliquer, négocier, être en première ligne et puis l'expatrier en deuxième ligne. On a de plus en plus, par notre souci de proximité, on travaille de plus en plus avec des Croix-Rouges, des Croissants-Rouges, mais on travaille aussi de plus en plus nous-mêmes à internationaliser notre staff à un niveau qui va jusqu'au chef de délégation ou qui va jusqu'au chef de bureau dans les contextes où c'est possible. Et on essaye de placer, en tout cas c'est la nouvelle politique que le CICR va mettre en route, des expatriés là où c'est absolument indispensable pour des raisons de perception, pour des raisons d'acceptation, pour des raisons dans les situations où on ne peut pas faire autrement. Alors, dans un instant, je vais vous poser à chacun la question conclusive, qui est celle posée par Philippe Riefmann. Quel type de réponse? Mais auparavant, donc, un dernier clip, qui est le clip officiel du CICR sur ces questions-là. Ils n'ont pas de gilet pare-balles pour se protéger. Ils ne ripostent pas. Ils n'ont pas d'armes lourdes, ni de véhicules blindés. Dans les conflits armés, les personnels de santé viennent en aide à tous les blessés et les malades, sans distinction. Donc ça, c'est le clip officiel. On va revenir avec vous pour conclure. Mais Ronnie Broman, alors quelle solution aujourd'hui pour cette protection des personnels et des victimes autour des soins de santé? C'est moi qui dois m'y coller en premier. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, donc ça sera forcément frustrant. Ou plus exactement, la seule que j'ai, c'est de dire que nous devons, au-delà des campagnes qu'on peut faire, on n'est pas sûr que ce soit une réponse, mais enfin, on n'est pas sûr que ça marche, mais enfin, on est sûr qu'il est en tout cas bon d'essayer. Donc, moi, je m'associe, comme je pense tout le monde ici, entièrement à la campagne que le CICR engage là-dessus. C'est une réponse, ce n'est pas une solution. Pour moi, la seule solution, c'est de persévérer indéfiniment. Et ce que disait Laurent, j'espère que l'information qu'il nous a donnée va être vérifiée dans la durée. Enfin, si la trêve humanitaire demandée par le CICR en Syrie et l'accès à Homs sont en effet présents, si l'information est juste, ça montrera que la persévérance, l'insistance, la ténacité sont les bonnes réponses plutôt que les mouvements de menton et les mouvements de torse.